1579. L'Union d'Utrecht, qui réunit les villes du nord des Pays-Bas, affirme son opposition à Philippe II d'Espagne, alors que l'Union d'Arras rassemble les provinces du sud du pays, fidèles au roi catholique. Les Pays-Bas sont désormais coupés en deux, les protestants au nord et les catholiques au sud. 1598. Promulgué le 13 avril par Henri IV, l'édit de Nantes confère aux protestants de France la liberté de culte, la liberté de conscience et des villes de sûreté, comme La Rochelle ou Montpellier. 1606. C'est l'explorateur espagnol Torres qui établit avec certitude l'insularité de l'Australie. Depuis quelques années déjà, les navigateurs les plus téméraires explorent les mers du Sud dans l'espoir de découvrir le mythique continent austral. 1610. Le 4 mai, rue de la Ferronnerie à Paris, François Arlaillac se jette sur le carrosse du roi Henri IV et le poignarde. En dépit des terribles tortures qui lui sont infligées, Ravaillac mourra sans dire le nom de son éventuel commanditaire. 1625. Les Espagnols soucieux de rétablir leur influence en Europe soumettent les villes insurgées de Breda aux Pays-Bas, mais cette victoire n'empêchera pas la Hollande de se libérer du joug espagnol. 1628. Richelieu soumet La Rochelle, bastion protestant, mais avant tout porte de l'océan Atlantique. Après de longs mois de siège et de famine, les Rochelais se rendent aux soldats de Louis XIII. 1629-1639. La guerre de 30 ans bouleverse l'Europe entière, mais c'est l'Allemagne qui paie le plus lourd tribut. Traversé par des troupes souvent affamées, le pays est mis à sac par des mercenaires s'adonnant au pillage. 1640. Année de l'émancipation du Portugal vis-à-vis de son puissant voisin espagnol, les navigateurs portugais abordent le Japon. Le Portugal est désormais une puissance maritime et politique avec laquelle il faudra compter. 1577. L'explorateur anglais Sir Francis Drake s'embarque pour les mers du Sud. Son périple mène jusqu'aux côtes occidentales de l'Amérique du Sud, le Chili et le Pérou. 1597. C'est le début des implantations de colons dans le nord de l'Amérique et au Canada. Les conditions climatiques très éprouvantes retardent l'installation de ces pionniers du Nouveau Monde. 1600. L'Espagne et le Portugal sont au centre du commerce avec les colonies. Le marché des épices est florissant et deux grandes puissances maritimes, l'Angleterre et les Pays-Bas, constituent des compagnies susceptibles de concurrencer les Espagnols et les Portugais. 1610. Depuis quelque temps, la mode n'est plus à la fraise, trop vaste et encombrante. On lui préfère la fine, légère et élégante collerette de dentelle. 1618. Avec la fondation du monde de piété, les pauvres et les plus démunis peuvent désormais emprunter de l'argent à un taux très peu élevé en laissant au clou un objet en gage. 1630. Louis XIII, qui est invité au ballet des Goutteux organisé par le duc de Nemours, met une condition à sa venue. On n'y dansera pas la gaillarde, danse qui découvre un peu trop à son goût les jambes des élégantes de la cour. 1639. Blaise Pascal s'intéresse très jeune à l'arithmétique et plus particulièrement à l'étude des probabilités. Mais le génie de la pensée de Pascal ne s'arrête pas aux sciences, il s'étend à la littérature et à la théologie. 1640. Longtemps retardée par des interdictions, l'étude du corps humain a connu de grands bouleversements au cours des dernières années. L'invention du microscope ouvrira bientôt de nouvelles perspectives de recherche. 1577. Dans son monastère carmélite, Thérèse d'Avila rédige le château intérieur, un texte allégorique sur son cheminement spirituel et sur son amour pour la méditation et la contemplation du mystère divin. 1593. L'architecture de l'hôtel de ville de Haarlem annonce un genre que l'on retrouvera en Hollande et en Flandre, mêlant l'art de la Renaissance et le style traditionnel local. 1600. Un art de la sculpture en bronze se développe depuis le XVe siècle dans la région du Bénin. Ces pièces, réalisées à la cire perdue, sont considérées comme des chefs-d'œuvre de l'art africain. 1611. Avec la tempête, Shakespeare semble faire ses adieux au théâtre. Il écrit un texte féerique, libéré de toute contrainte, éblouissant d'imagination et d'invention théâtrale. 1623. Les poètes et théoriciens de la libre pensée sont menacés. Certains sont même condamnés, comme Théophile de Viau,
accusé d'avoir écrit et propagé des idées obscènes, prenant des amours interdits. 1624-1634. Les multiples persécutions et tracas qui empoisonnent la vie des penseurs et scientifiques en Europe les conduisent à émigrer en Hollande. En 1629, c'est Descartes qui quitte la France pour s'installer au pays de la liberté de penser. 1635. Sous l'impulsion de Richelieu, le roi de France fonde l'Académie française. Les 40 premiers membres sont chargés de rédiger un dictionnaire et d'établir des principes de la grammaire française. 1640. Horace, la tragédie de Corneille, respecte la tradition et particulièrement les 3 unités qui président à la création théâtrale: temps, lieu et action. 1577. Le Gréco s'installe à Tolède. Il y restera toute sa vie, développant une œuvre originale marquée par un mysticisme exacerbé. 1592-1594. Le Tintoret réalise ses dernières œuvres. Son style devient plus sobre, moins spectaculaire. Il atteint alors une dimension spirituelle et affirme sa place parmi les plus grands peintres de son temps. 1604. Inspiré par Michel-Ange, Annibal Carracci réalise les vastes fresques qui ornent le palais Farnèse. Il déploie son sens du mouvement et son habileté à créer des illusions visuelles. 1610. La malaria a raison du Caravage, qui meurt à Porto Ercole, où il s'était réfugié après avoir tué un homme. Le Caravage fut un tyrannier. Le premier, il osa introduire la réalité crue de la vie dans ses représentations religieuses. 1621-1622. Comme la plupart de ses contemporains, Van Dyck part pour l'Italie. Presque tous les peintres flamands effectueront ce voyage au pays de l'art, berceau de la Renaissance. 1624-1628. Velázquez est le peintre officiel du roi d'Espagne. Il sera toute sa vie attaché à la cour de Philippe IV. Rubens le rencontre en 1629. Il apprécie son génie et il l'incite à partir pour l'Italie. 1633. Francisco Zurbarán exécute cette année des natures mortes qui resteront célèbres dans l'histoire de la peinture. Apprécié par Velázquez, Zurbarán finira pourtant sa vie loin des honneurs, presque ignoré de ses contemporains. 1636-1643. Le succès de Rembrandt est fulgurant. En quelques années, il va être considéré comme l'un des plus grands peintres de son temps, mais son indépendance et son originalité choquent la Hollande d'alors et précipitent sa mise à l'écart, puis sa faillite. 1577-1590. L'enfance du jeune Rubens est bien mouvementée. Son père, conseiller juridique d'Anne de Saxe, est condamné pour avoir eu une liaison avec la princesse. C'est dans ce contexte que naît Pierre-Paul, qui fera ensuite ses études à Anvers, dans une école catholique. 1591-1599. Le jeune Rubens aime dessiner et copie des heures durant les gravures de Dürer. Il entre alors en apprentissage chez un oncle peintre qu'il quitte vite pour intégrer un atelier plus prestigieux. Enfin, il rencontre Otto van Veen, ce qui l'apprend à connaître les maîtres de la Renaissance italienne. En 1599, Rubens est reçu maître. Il peut ouvrir son propre atelier. 1600-1608. Rubens, désormais peintre, ne s'installe pas à Anvers, mais entreprend un voyage en Italie. Il travaille pour le duc de Mantoue et découvre enfin les tableaux du Titien, Raphaël, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Il copie sans relâche, s'imprégnant du génie des plus grands. En 1602, à Rome, il reçoit sa première commande officielle. 1609-1615. Rubens est rentré précipitamment d'Italie pour se rendre au chevet de sa mère mourante, mais il arrive trop tard. Il décide alors de rester en Hollande et d'y poursuivre sa carrière. Très vite, il est nommé peintre de l'archiduc Albert. Les commandes affluent. 1616-1625. Les commandes se font de plus en plus nombreuses et l'atelier de Rubens se transforme en véritable fabrique. Il a de nombreux élèves, sa production est diffusée à travers toute l'Europe, sa popularité est grandissante. En 1622, il part pour Paris où il réalise une série de tableaux pour Marie de Médicis. 1626-1630. Peintre des princes, Rubens aime l'atmosphère des cours d'Europe.
En 1627, l'infante Isabelle et le duc de Buckingham lui confient la difficile mission d'étudier les modalités d'une paix négociée entre l'Angleterre, l'Espagne et la Hollande. Rubens, dont l'épouse vient de mourir, accepte et distrait ainsi son chagrin. Le peintre de génie se doute alors d'un habile diplomate qui réussit à rapprocher les nations ennemies. 1631-1639. Sa mission diplomatique achevée, Rubens s'en retourne à ses pinceaux. Il peint alors dans la sérénité de son atelier retrouvé et s'enflamme pour une jeune et belle femme, Hélène Fourment, qu'il épouse et dont il aura 5 enfants. Le peintre, au sommet de sa gloire, se consacre alors à sa peinture et à sa famille. 1640. À sa mort, les œuvres de Rubens sont présentes dans toutes les grandes collections d'Europe. Sa disparition n'atténuera pas leur renommée. Au contraire, la vie, la force créatrice qui se dégage de ces toiles influenceront les grands peintres qui prendront sa suite.